Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode aujourd'hui consacré spécialement au James Webb Space Telescope, le télescope spatial de nouvelle génération qui doit être envoyé donc fin décembre 2021, le 22 décembre aux dernières nouvelles, donc dans l'espace pour pouvoir observer les confins de notre univers, observer finalement des planètes naissantes, des exoplanètes, bref, faire plein de découvertes dans le système solaire. Et donc aujourd'hui je vous propose mon premier épisode sur une série de 2 épisodes qui seront complétés aussi par un épisode de Kevin de la chaîne Big Universe. Donc on se met ensemble pour vous parler de cet événement majeur et on se retrouvera lors du live le 22 décembre prochain. Donc un télescope absolument unique au monde, un truc complètement fou, de 9 milliards de dollars, un télescope démontable. Finalement un peu un stroke dans l'espace, le rêve, bref, un télescope qui va clairement bouleverser l'histoire de l'astronomie. Et donc aujourd'hui, je vous propose de répondre à 15 questions courantes pour déjà comprendre un petit peu les enjeux. Vous inquiétez pas, ça va être simple. Voilà, on va pas faire un truc ultra technique. Et dans une semaine, je vous donne rendez-vous pour un deuxième épisode, cette fois un peu plus technique, où on va aller s'intéresser vraiment sur le type de télescope, ce que c'est, la complexité de l'architecture du télescope et puis aussi bien évidemment ses instruments, parce que là on est sur des trucs absolument révolutionnaires. Voilà, alors on commence maintenant sur la chaîne Astro. Alors déjà, la première question à laquelle on va poser direct, c'est déjà de parler un petit peu de à quoi il ressemble. Et quand vous le voyez, il est assez étonnant parce qu'il fait penser un peu à un bateau à peu près comme ça finalement. Donc avec une structure inférieure quand même assez massive. En réalité, on va s'apercevoir que c'est finalement un bouclier thermique et puis le télescope par-dessus. Une révolution finalement quand on regarde par rapport à l'architecture du télescope spatial Hubble. Ils sont à peu près à la même échelle l'un et l'autre. Vous voyez, on passe à 6,40 m, 6,50 m de diamètre. Donc là, on passe vraiment sur un truc sans commune mesure, vraiment beaucoup plus balèze. Mais pour se rendre compte de la dimension du James Webb Space Telescope, et ça va être un peu la première question à laquelle on va répondre, eh bien, on va reprendre notre unité de mesure sur la chaîne Astro. L'unité de mesure, c'est la motrice TGV. Donc voilà, les deux à la même échelle. Vous voyez que le James Webb Space Telescope fait à peu près la longueur d'une motrice TGV. Donc ça nous fait 22 mètres de long, il nous fait 14 mètres de large. C'est l'empattement, voilà, entre les roues d'une motrice TGV, et il nous fait 8 mètres de haut. Donc on est sur quelque chose quand même de franchement énorme en termes de dimension. Et on verra tout à l'heure finalement eh bien, la contrainte que ça a impliqué de vouloir faire un télescope de grand diamètre. On est obligé de faire un télescope démontable, un stroke. Donc pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne connaissent pas, ça c'est ce qu'on appelle un stroke. C'est un télescope démontable avec des petits tubes de carbone, et en fait il se démonte complètement et il se rend dans une petite valise. Et donc effectivement on est sur un télescope intégralement démontable parce que l'enjeu c'est de le faire tenir dans la coiffe de la fusée Ariane 5, qui était la fusée la plus grosse, qui offrait la plus grosse coiffe au moment où le concept du télescope a été figé. Quelle va être sa masse? Sa masse est de 6 tonnes 2. C'est très léger en réalité en comparaison, puisque le télescope spatial Hubble fait 11 tonnes en comparaison. Il était envoyé en orbite basse à 600 km d'altitude. Ça a été l'orbite d'ailleurs la plus haute atteinte par la navette spatiale américaine. Là, on va aller beaucoup plus loin. On va sur le point de Lagrange L2. On va en parler après. Et donc effectivement, on a un télescope quand même plus léger fondamentalement. Alors, dans les grandes lignes, comment il se présente effectivement, vous avez ce bouclier thermique, et en réalité se trouve en dessous de ce bouclier thermique finalement, de ce côté-là, tous les éléments vitaux pour pouvoir faire voler le télescope dans l'espace. Donc vous avez des petits propulseurs, vous avez des systèmes de guidage sur les étoiles, vous avez une antenne en direction de la Terre, vous avez surtout un énorme bouclier thermique et vous avez des panneaux solaires. Et puis ça, c'est en fait un
un système finalement qui va nous permettre de pouvoir cabrer un petit peu le télescope par effet de balancier. C'est assez étonnant, original. On n'avait pas ça sur Hubble. Donc voilà pour la partie inférieure. Sur la partie supérieure, eh bien, vous avez le télescope proprement dit. Donc vous avez eh bien, un miroir en 18 segments. Recouvert d'or, on va en parler également, et puis donc miroir secondaire, et tous les instruments en fait d'imagerie se trouvent à l'arrière du télescope. Cette partie-là du télescope va avoir pour objectif d'être protégée clairement de la chaleur et du rayonnement thermique du soleil, et on va en parler effectivement. Alors déjà, une caractéristique qu'il est important de noter, c'est que le diamètre finalement est quasiment le triple de celui du télescope spatial Hubble, et pourtant il n'aura un pouvoir séparateur que de 0,1 arc-seconde, c'est-à-dire le même que celui de Hubble. Alors pourquoi, avec un télescope plus grand, on n'a pas un pouvoir séparateur, c'est-à-dire la capacité à discerner des fins détails qui soit aussi bonne? Eh bien c'est très simple, ce télescope est conçu pour aller travailler dans les infrarouges, alors que Hubble travaillait dans le visible. Or, plus vous allez vers le violet, meilleur est le pouvoir séparateur de votre instrument. Il dépend en fait de la longueur d'onde, c'est-à-dire de la couleur de la lumière que vous voyez. Plus vous allez dans l'infrarouge, dans le rouge et dans l'infrarouge, moins bon est le pouvoir séparateur. Donc finalement, le pouvoir séparateur est égal, mais par contre, bien évidemment, en réalité, c'est en raison du domaine d'usage de notre télescope. Alors pourquoi est-ce qu'on a un miroir segmenté? Donc en fait le miroir est constitué de 18 parties, on re-rentrera dans le détail dans le deuxième épisode. 18 parties parce que notre télescope a un miroir pliant. Ça paraît complètement dingue dit comme ça, mais c'est la réalité. Et les 18 parties sont faites pour des notions aussi de pouvoir fabriquer. En réalité, il n'y a que 3 types de miroirs à fabriquer, et ensuite donc il y a des petites séries entre guillemets, et vous allez voir qu'on va pouvoir constituer l'ensemble de ce miroir en 18 segments. L'objectif en fait, c'est de le rentrer dans la coiffe d'Ariane 5, dont le diamètre utile est de 4,57 m. 4,57 m, bah, c'est un poil plus haut que finalement la hauteur d'une motrice TGV. Elle fait à peu près 4 mètres de hauteur. Donc vous voyez, quand on a un truc de cette taille-là à aller rentrer dedans, clairement il va falloir le plier. Vous allez voir, c'est un truc absolument fou. Voilà, je vous montre une photo donc de ce télescope intégralement plié. Vous voyez, c'est un origami complètement fou. Alors il va avoir 4 missions principales, notre télescope James Webb, c'est détecter déjà la lumière des premières galaxies. Ça, Hubble l'avait déjà fait avec le fameux Deep Field et le Ultra Deep Field. Ça a été des photos de plusieurs centaines d'heures de pause qui ont permis d'aller voir des galaxies extrêmement anciennes et finalement la structure de l'univers dans le passé, puisqu'on regarde à longue distance. Le seul problème, c'est qu'avec l'expansion de l'univers, en fait, il y a un redshift, un décalage vers le rouge. Au même titre qu'une voiture, quand elle arrive, elle fait comme ça. Et bien, c'est le même phénomène qui se passe. Plus quelque chose s'éloigne de vous, plus la longueur d'onde est étendue. Et donc, on se retrouve dans le rouge, puis dans l'infrarouge. Donc, le télescope spatial James Webb va regarder quelque chose qui est dans le visible, mais en train de s'éloigner, donc que l'on va pouvoir observer, mais dans l'infrarouge. La deuxième chose, étudier la formation et l'évolution des galaxies, bien évidemment en étudiant justement ces premières galaxies et globalement en étudiant beaucoup de galaxies avec plusieurs outils différents, et bien on va pouvoir travailler sur l'évolution des galaxies. Il est équipé de spectromètres, il est équipé de pas mal d'instruments qui vont nous permettre d'aller plus loin là-dessus. On va essayer de mieux cerner aussi la naissance des étoiles. Alors pour ça, il va embarquer notamment, alors il a beaucoup plus de focale en fait que le télescope Hubble, mais il va surtout embarquer en fait un masque pour masquer une étoile et permettre d'avoir une observation directe d'une protoplanète et finalement d'une exoplanète, d'un disque exoplanétaire, etc. Donc sa mission va s'appuyer sur le télescope spatial TESS qui a été envoyé par la fusée Falcon 9 il y a quelques mois de ça, dont l'objectif était de détecter des exoplanètes par la méthode des transits à proximité relativement proche de la Terre. Donc TESS, lui, est équipé de 4 lunettes astronomiques et en fait scanne la totalité de la voûte céleste sur quelques mois. Et bien là, James Webb va se baser sur ce catalogue finalement de cibles intéressantes, et par cette capacité à pouvoir masquer l'étoile principale, on va pouvoir observer ce qu'il y a autour, que ce soit donc
un disque protoplanétaire où la matière n'est pas encore agglomérée en planètes, où des planètes commencent à s'agglomérer et ensuite des planètes. Et pour mieux cerner la naissance des étoiles, on va aussi observer dans les nébuleuses en infrarouge. On avait cette fameuse photo des piliers de la création de Hubble, en visuel d'un côté et en infrarouge de l'autre. Et en infrarouge, on voyait les étoiles par transparence par rapport à la présence de la chaleur finalement de ces étoiles. Donc avoir la capacité à observer en infrarouge proche et en infrarouge moyen va nous ouvrir justement des portes dans cette observation-là. Alors le James Webb Space Telescope va embarquer 4 instruments. Alors on va les détailler dans l'épisode prochain, mais néanmoins ça peut être intéressant de faire un petit récapitulatif et justement de mieux comprendre les différentes missions qu'on va avoir. Le premier instrument c'est NIRCam, Near Infrared Camera. Donc une caméra pour la détection de l'infrarouge proche. Donc on va chercher à détecter les étoiles apparues après le Big Bang, rechercher des supernovas, mesurer la lumière distordue à cause de la matière noire. Il faut comprendre que la matière noire, on ne peut pas l'observer, on la comprend de façon théorique quand on voit la structure des galaxies, quand on voit la... Voilà. Et l'objectif là, c'est de les trahir par justement la déviation de la lumière, comme un trou noir ou comme les phénomènes de l'antigravitationnel. Donc on va essayer de comprendre ces choses-là avec NIRCam. NIRSpec, là, c'est un spectromètre pour l'infrarouge proche, donc c'est Near Infrared Spectrometer. Et donc là, ça va être l'étude des éléments chimiques des galaxies lointaines et des amas de jeunes étoiles. Alors ça, c'est quelque chose d'assez novateur. Je ne sais pas si ça existait déjà vraiment avant, mais quand j'ai commencé à faire les recherches, vous allez voir, et sans vous spoiler l'épisode prochain, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc complètement fou. Et je vous en dis pas plus, comme ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, on va en parler. Vous allez voir, c'est un truc de fou. MIRI, un instrument pour l'infrarouge moyen, Mid Infrared Instrument. Donc ça, c'est l'observation des naines brunes. Alors les naines brunes, on est plus massif qu'une planète gazeuse géante comme Jupiter ou Saturne, et on n'est pas encore assez massif pour entretenir une relation thermonucléaire comme dans un soleil. Donc on est entre les deux, on n'est pas encore une étoile, mais c'est une des étapes qui a lieu avant l'allumage d'une étoile finalement. Donc ça va être assez intéressant. Et puis des exoplanètes, l'évolution des étoiles du système, donc l'évolution des étoiles et les systèmes protoplanétaires. Donc cet instrument-là va équiper justement des masques pour nous permettre justement de pouvoir voir à côté d'une étoile bien lumineuse qui nous en gênerait l'observation finalement. Et enfin NIRIS, un imageur dans l'infrarouge proche et un spectrographe sans fente. Donc là, on va s'attendre, c'est assez nouveau comme truc aussi, donc on va s'attendre à des découvertes qui vont être sans doute très intéressantes. Alors pourquoi l'envoyer dans l'espace? Eh bien justement, vous l'avez compris, finalement tous ces instruments vont travailler dans l'infrarouge. En fait, donc le James Webb va commencer, si je ne me trompe pas, à partir de l'orange en termes de lumière visible. Donc il ne voit pas dans le vert, il ne voit pas dans le bleu, il voit encore moins dans le violet. Et par contre, effectivement, il va aller travailler dans l'infrarouge moyen et dans l'infrarouge lointain. Et il faut savoir que la vapeur d'eau dans notre atmosphère absorbe considérablement les infrarouges, raison pour laquelle donc il est impossible de faire ces observations depuis la Terre. Et pareil, dans le sens inverse, notre atmosphère est très opaque également à l'ultraviolet, là aussi lointain mais dans l'autre côté du spectre, et c'est pour ça que Hubble est le seul télescope à pouvoir nous faire les photos des aurores boréales sur Jupiter ou Saturne. Donc il faut comprendre que le James Webb est le seul télescope qui sera capable de faire ça. On avait le Very Large Telescope européen avec ses 4 télescopes de 8 mètres de diamètre qui se rapprochaient beaucoup finalement des images d'Hubble dans certains domaines. Là, on est vraiment sur un télescope qui n'aura pas son équivalent sur Terre. Les Américains construisent un télescope de 30 mètres de diamètre, les Européens un télescope de 39 mètres de diamètre au Chili, le European Extremely Large Telescope. Et il ne va pas y avoir de redondance finalement entre le James Webb et ses futurs télescopes géants. Donc ça c'est important aussi d'en parler. D'ailleurs pourquoi, on va continuer dans la logique, pourquoi est-ce que les miroirs de ce télescope sont de couleur dorée comme vous pouvez le voir sur les photos? Eh bien tout simplement parce que l'or reflète beaucoup mieux les infrarouges que l'aluminium.
on utilise traditionnellement de l'aluminium sur les miroirs de télescope, que ce soit amateur ou professionnel. Donc là, on est dans le domaine des infrarouges et on utilise de l'or. Il faut savoir que la quantité d'or nécessaire pour le James Webb a été équivalente finalement à une balle de golf. Je vous laisse faire le calcul du prix. Alors pourquoi est-ce qu'il a un énorme réflecteur thermique comme ça, une grande bâche thermique en dessous, donc de ce côté-là? Eh bien en fait il en a 5 des bâches thermiques et finalement elles vont servir de réflecteur par rapport à toute l'énergie qui vient du Soleil, mais également de la Lune et de la Terre. En fait, il sera à 1,5 million de kilomètres du couple Terre-Lune, ce qui veut dire que la Lune ne s'éloignera pas plus d'environ 15 degrés de part et d'autre finalement, et le télescope sera intégralement protégé de ces 3 sources de lumière. Même la présence de la Lune, vous le savez très bien, la présence de la Lune est très gênante quand on fait de l'observation astronomique. Alors pour un télescope comme ça, c'est clairement catastrophique. Mais c'est pas uniquement se protéger contre la lumière, c'est vraiment se protéger contre le rayonnement thermique, c'est-à-dire la question de la chaleur. Il faut bien comprendre que un appareil photo numérique, déjà, entre l'été et l'hiver, un astronome amateur peut mesurer la différence de bruit, enfin de signal thermique que capte l'appareil photo par sa propre chaleur. C'est pour ça d'ailleurs que les astronomes amateurs utilisent des caméras refroidies avec des modules Peltier et des ventilateurs. Les astronomes professionnels, clairement, vont encore plus vouloir refroidir les équipements. Sur le télescope Hubble, on avait un équipement dédié à l'infrarouge qui était refroidi par des fluides cryogènes et des choses comme ça. Mais une fois que vous avez plus ce fluide, c'est terminé, vous ne pouvez pas. Là, on a quand même 4 instruments qui travaillent dans le domaine de l'infrarouge. Donc, clairement, c'est inenvisageable de les refroidir par des fluides. On va justement se protéger de la chaleur. Et donc, là où vous avez à peu près une température de 85 degrés côté soleil, et bien de l'autre côté, vous avez une température de moins 233 degrés Celsius de façon passive. C'est juste complètement dingue. Et c'est exactement ce qu'il faut. On est 40 degrés au-dessus du degré absolu. Ça va être difficile de faire vraiment beaucoup mieux que ça. Mais donc, ça va permettre au télescope James Webb de pouvoir avoir une capacité à voir dans l'infrarouge sans se voiler lui-même finalement sa propre image par sa propre chaleur. Et c'est indispensable. Et c'est l'ensemble du télescope qu'il faut absolument refroidir pour ça. Et pourquoi est-ce qu'on l'envoie au point de Lagrange L2? C'est exactement ça, 1,5 milliard de kilomètres. Et on va être tout le temps avec les antennes braquées vers la Terre. Et le télescope, lui, eh bien, il va s'orienter comme ça, en fonction de la cible qu'il va vouloir viser. Le télescope James Webb ne va pas se pointer comme ça vers le Soleil, il ne va pas se pointer comme ça non plus parce que les instruments seraient exposés à la lumière du Soleil. Donc voilà pourquoi il a sa structure assez étonnante. Ce bouclier un petit peu plié là, d'ailleurs les maquettes, vous voyez, ne le restituent pas correctement. C'est justement pour pouvoir se protéger intégralement. Et il faut comprendre que la grosse difficulté, c'est qu'aucune réparation ne pourra être envisagée. La distance la plus lointaine atteinte par l'homme aujourd'hui, c'est d'aller sur la Lune ou de tourner autour de la Lune. Là, on sera à 4 fois la distance Terre-Lune. Donc, très clairement, on ne pourra pas faire d'intervention sur le James Webb. Comme il sera déplié avec tout son bouclier, etc., machin, on ne pourra même pas envisager d'aller Alors, on pourrait éventuellement l'accrocher par le dessous, etc. Mais imaginez la complexité du truc, j'ose même pas. Enfin bon, alors quand est-ce qu'il sera lancé et où? Il sera lancé le 22 décembre. Alors je crois que c'est aux alentours de 13h20, donc heure française, depuis Kourou. Donc le live démarrera à 12h55. Non, 11h55, pardon, sur la chaîne Astro. Et donc il y aura plusieurs intervenants, vous verrez, je pense qu'on va passer un moment sympa. Combien va-t-il coûter? Ça, c'est quand même une grosse polémique, en tout cas outre-Atlantique, parce qu'il avait été annoncé au départ à 500 millions de dollars, puis 1 milliard, puis 2 milliards, etc. Au final, 9,7 milliards de dollars, ça nous fait 8,2 milliards d'euros, sans compter les 8,8 milliards de dollars qui vont être nécessaires pour son exploitation. Donc ça fait couler de l'encre et d'ailleurs je pense que Kevin va vous expliquer toute cette question historique justement des moultes décisions et puis le projet a failli être abandonné justement. Donc voilà, on a failli ne jamais l'avoir ce télescope James Webb. Combien de temps va durer son exploitation? Eh bien là, c'est là que ça fait très très mal. Parce qu'en fait, il est prévu pour durer au moins de façon garantie 5 ans et demi. Oui, oui, vous avez bien entendu. 5 ans et demi, alors qu'on a commencé son concept en 1990 et sa construction en 2005.
15 ans pour fabriquer le télescope qui va être utilisé 5 ans et demi. Je pense qu'il vaut mieux commencer déjà à fabriquer le suivant. Alors ceci dit, non, la mission est prévue pour durer quand même 10 ans. Voilà. Et la grosse problématique, justement, on va en parler, c'est la question des propulseurs. Mais on en parlera dans le deuxième épisode. Pourquoi a-t-il tant de retard? Eh bien justement, il y a 3 raisons. Il y a vraiment les problématiques des problématiques techniques. Quand ils ont fait les premiers essais de déploiement donc de la protection thermique, elle s'est arrachée, etc., etc. Il y a eu toutes ces problématiques politiques qui ont failli annuler le projet. Et puis en plus de ça, on a eu la pandémie du Covid-19 qui a posé quelques problèmes supplémentaires. Donc tout ça fait que, effectivement, il ne décolle que maintenant. On a envie de dire c'est un peu le bon moment parce que Hubble là, commence à être vraiment mal en point. Et en même temps, comme je vous ai expliqué, il ne remplace pas Hubble. Et on en reparlera ça. Enfin, dernière question, combien de pays sont contributeurs du projet? Eh bien, détrompez-vous, il n'y a pas qu'un seul pays américain. Il y a en réalité 14 pays. L'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Ça fait quand même beaucoup de pays. En fait, on a l'ESO et en réalité par le biais finalement d'Ariane Espace, puisque le lancement est offert par les Européens, il est payé par les Européens. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu de temps d'exposition sur ce fameux télescope James Webb. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était faire le point déjà un petit peu sur les grandes caractéristiques de ce télescope qui va marquer à jamais l'histoire de l'astronomie. En tout cas, on espère que le décollage se passera bien. On le verra ensemble, donc rendez-vous 11h55 sur la chaîne Astro le mercredi 22 décembre. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode consacré au James Webb. Là, on va aller un peu plus dans le détail sur la structure de ce télescope. Et vous allez voir, c'est un truc absolument majestueux, complètement fabuleux. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner si ce n'est déjà le cas. La chaîne Astro est consacrée à la pratique de l'astronomie, essentiellement pratique de l'astronomie amateur, mais bien évidemment, on s'intéresse au matériel des professionnels et au télescope des professionnels. Je vous laisse sans transition avec l'épisode de Kevin que vous allez pouvoir aller voir maintenant. Passionnant, bien évidemment, toujours très très bien écrit. Voilà, et moi je me délecte à chaque fois de ces épisodes. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.